Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle rencontre du Forum Africa 21, sous le thème « Climat des affaires en Afrique », pour un cadre propice au développement des TPE et des PME. Ce panel vous est présenté en partenariat avec TAMWILCOM que nous remercions pour leur confiance et accompagnement. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir sur scène nos experts intervenants. En modérateur de ce panel, M. Alikan Kassam, directeur général Afrique du Nord, vice-président Afrique à John Cockerill. Maroc. Monsieur Ernest César d'Oliveira, président de l'African Business Club. France. Madame Abiola Dabiri, vice-présidente Corporate Secretariat, Africa Finance Corporation. Nigeria. Monsieur Abdelkader El Rissassi, secrétaire général adjoint en charge du développement économique et de l'emploi à l'Union pour la Méditerranée. Espagne. Monsieur Pierre-Joseph Kingbo, directeur général de Green Invest in Africa. Côte d'Ivoire. Monsieur Wab Boarif, responsable du centre d'affaires à TAMWILCOM. Maroc. Bonjour à tous, bienvenue à ce panel dédié au climat des affaires en Afrique et spécifiquement pour les TPE et PME. Alors, il y a également un intervenant en plus qu'on verra qui sera en vidéo, je pense. Il est prévu pour un peu plus, je crois, en premier. Peut-être comme note de cadrage. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique attire un nombre grandissant d'investisseurs. L'Afrique est une des régions les plus rentables au monde. En 2021, un rapport avait annoncé sur les investissements dans le monde que l'Afrique avait enregistré le taux le plus élevé de rentabilité des investissements directs étrangers, avec un niveau record de 83 milliards de dollars. Le secteur privé est une source importante de la croissance économique, bien sûr, avec la création d'emplois verts. L'Afrique se doit de renforcer ce potentiel, et ce potentiel doit être libéré notamment par les TPE, PME, qui représentent 90% des activités et près de 2/3 des emplois du continent. Alors, pour les centaines de millions de jeunes Africains qui vont entrer sur le marché d'ici 2050, il faut préparer cet avenir. Il faut voir comment ces entreprises africaines peuvent contribuer à ce développement et à ce potentiel qui doit être libéré. L'Afrique a une belle expérience d'avoir sauté des pas technologiques, c'est le cas dans la télécom, ce sera certainement le cas dans l'énergie. Il faut permettre aux entreprises de pouvoir développer cet axe avec force. Donc ce panel sera l'occasion d'échanger autour de l'importance et de repenser les mécanismes d'accès au financement des entreprises qui représentent un important levier de croissance pour le continent africain et un levier pour ce nouveau secteur de la transition énergétique. Alors peut-être pour cadrer, quelques questions qui seront à vous tous de répondre l'un après l'autre. Comment peut-on qualifier à ce jour le climat des affaires en Afrique ? Quels sont les principaux obstacles à l'implémentation de structures étrangères et à l'entrepreneuriat en Afrique ? Quel modèle de gouvernance pour un cadre attractif des investissements privés ? Quels sont les pays qui se démarquent et quelles bonnes pratiques peut-on le relever ? Comment améliorer l'accès au financement pour les TPE, PME africaines ? Alors peut-être pour commencer, le premier intervenant qui n'est malheureusement pas physiquement présent avec nous, mais qui est présent par vidéo, Monsieur Michael Adjei, International Business Development, with Orama Corporate Services in Mauritius. He's born in Ghana and a resident of Mauritius, and he's a staunch Pan-Africanist. Michael believes that for Africa to realize its full potentials, we must go back to reuniting ourselves as one people with a common agenda. He is very instrumental in developing businesses from startups to IPOs. Globally, he has a diverse background and experience in working with several international renowned companies. I suggest we listen to Michael's video. First of all, I want to say a big thank you to Newscom Africa Holdings for hosting the Africa 21 Forum and for granting me the opportunity to join this panel and for holding the visions of His Majesty King Mohammed VI of Morocco for a resilient and sovereign water, energy, and food security in Africa. Also, a great thanks to Orama Corporate Services, the best Pan-African management company in Mauritius, especially
Kesina Chengandu, the CEO, for aligning her visions with the progress of Africa and empowering me to represent Mauritius on this platform. Ladies and gentlemen, all protocols are duly observed. Thank you. To begin with, poor leadership is undoubtedly at the forefront of Africa's challenges, and I state emphatically, to answer the question, we must first look at some of the challenges hindering sustainable business growth and development in Africa. To list but a few: energy deficits, access to capital, ease of doing business, high lending rates, a conducive environment for sustainable business growth, education, travel restrictions, unpredictable government policies on foreign exchange control, compliance to international regulatory standards, investor protection, conflict and wars amongst ourselves, security, and most importantly and currently, the narrative that opposes the progress of Africa and the fundamental struggles of our forefathers. Ladies and gentlemen, according to the World Bank's Doing Business 2020 fact sheet, it revealed that while some significant progress had been made to improve the climate for business across Africa, further improvement is needed, and at a faster pace, if the continent is to close the gap and realize its potential. There were no African states, sadly, in the top 10 of the report, and only 2, Mauritius at number 13 and Rwanda at number 38 in the top 50. Mauritius came out number 1 in the whole of Africa, and for that reason, let's look at some of the best practices that Mauritius is utilizing to enhance the progress of the country and Africa as a whole. Ladies and gentlemen, Mauritius offers a compliant and reliable platform for doing business, notably acclaimed for its business-friendly and investment-friendly jurisdiction. It offers investors a conducive environment for doing business, which guarantees predictability, certainty, and security. Credit goes to the Economic Development Board of Mauritius, ladies and gentlemen, the National Investment Promotion Agency of the Government of Mauritius, mandated to promote and facilitate investment in the country. They came up with a number of strategic, collaborative, innovative, and pragmatic measures and policies that propelled Mauritius to be among the top 20 countries in the world for ease of doing business, and has over the years consolidated its leadership position in sub-Saharan Africa with the first position. This acknowledgement by the World Bank confirms that Mauritius remains a competitive and attractive jurisdiction for the international investors community. But how? With an array of network agreements comprising several investment promotion and protection agreements, which offers an excellent protection for foreign business owners, and double taxation avoidance agreements with African and international states that gives global investors, traders, and private equity companies a preferential access to a number of key African markets and several hundreds of millions of customers. Ladies and gentlemen, although very small enterprises and small-medium enterprises represent more than 90% of businesses and employ nearly 2/3 of workers in Africa, very few are sustainable enough to make it through from startups to public offerings and generate an annual revenue of $1 billion. Ladies and gentlemen, the National SME Incubator Scheme, the NSIS, for example, is a scheme initiated by the government of the Republic of Mauritius to encourage the creation of innovative businesses for the socio-economic benefit of the Republic of Mauritius through a nurturing and training process in a conducive environment provided by incubators, from ideas through to first plan and to the acceleration of growth of the startups. Ladies and gentlemen, Mauritius is also a fully collaborative and responsible international financial center that has taken significant steps to adhere to international best practices. It is a member of the Early Adopters Group, committed to the early implementation of the Common Reporting Standard on the automatic exchange of financial account information, while the OECD Global Forum has rated Mauritius as a largely compliant jurisdiction, a rating which equals that obtained by developed economies such as the US and the UK and Germany. It was the first African country to sign up to an intergovernmental agreement with the US for the implementation of the Foreign Account Tax Compliance Act, and has joined the OECD's inclusive framework to implement the base erosion and profit shifting recommendations and the new initiative on exchange of beneficial ownership information.
Ladies and gentlemen, another big credit goes to the Financial Service Commission of Mauritius, the FSC, one of the most robust and rigorous financial regulatory systems and body in Africa. They managed to garner and boost investor confidence through a number of measures, which has eventually attracted strong and internationally recognized banks and other financial institutions, and subsequently developed a strong banking infrastructure in the region with very low lending rates, simple and attractive tax system, and no foreign exchange control policies. Ladies and gentlemen, according to the Capital Economic Reports, for example, foreign direct investments to the tune of $80 billion into mainland Africa is mediated by Mauritius, creating 4.2 million jobs on the continent. Being the most compliant country and the #1 in Africa in meeting all of the Financial Action Task Force recommendations, Mauritius supports other African countries to access the necessary capital to finance investment by reducing both the risk and cost associated with cross-border dealings. Ladies and gentlemen, the evidence of good governance and leadership in Mauritius cannot be overemphasized, which is why Mauritius is a beacon of political, social, and economic stability in Africa. Ladies and gentlemen, speaking of free movement and travel restrictions, Mauritius again stands out. And thanks to the passport control and immigration authorities of Mauritius, it opens its borders to nearly every country in the world with a visa on arrival policy and no visa application fees, including African countries. Tourists all over the world are able to visit this beautiful island nation, build networks, and explore business opportunities. Ladies and gentlemen, it is alarming to learn, according to the World Economic Forum, that Africa currently accounts for just 2% of global trade and only about 17% of African trade are intracontinental, compared with 59% of Asia and 68% of Europe. African leaders and relative institutions must begin to ask ourselves imminent and critical questions. We must begin to ask ourselves honest questions. With our borders still closed to our own people and knowing the humongous benefits of intra-African trade and the series of infrastructural development it brings, are we really serious for the progress, and what kind of disadvantage, disservice, and legacy are we leaving for the next generation to inherit in this competitive world that we are in? Why Africa? There has been great initiatives like the African Union's Agenda for 2063, the African Continental Free Trade Area on the elimination of trade tariffs, excellent and beautiful, but on paper. It will take more than just writing and talking to realize the agenda and to realize it quickly. Many agreements have been signed and pending ratification, but when? The intentions and the hastiness of the leaders formulating these policies with Africans in mind as the first priority is very key. Ladies and gentlemen, African leaders need to put Africans first when formulating policies. If you look at some of the policies initiated in some of the immigration institutions in Africa, for example, it's a joke. It's obvious that it is designed to favor other nationals from other continents than Africans themselves. And the same can be said for other sectors. Yet, we sit and talk every day about pragmatic measures to enhance Africa's development. Ladies and gentlemen, it seems to me that Pan-Africanism has become a romantic, sentimental idea that we debate rather than action via patriotism. Ladies and gentlemen, many Africans today prefer to abandon their continent to look for greener pastures overseas, which is causing a significant brain drain on the continent. The wealthy are also shoring their finances and investment in foreign banks in other continents, further enriching them with resources to further develop their nations while depriving our own African international financial centers. Mauritius, for example, is an African nation and an equally competitive jurisdiction compared to several other international financial centers. Ladies and gentlemen, the narrative must change. The solutions to the mistreatment of Africans as second-class citizens are in the hands of Africans. We must tell our own stories. We as Africans are responsible for creating an Africa that is politically stable, intellectually empowered, and socio-economically integrated.
a stable continent that presents real growth and opportunities. Ladies and gentlemen, once we start taking ourselves seriously, the world will follow. Thank you. Thank you for Michael's intervention, which is putting forward the necessity to build Africa by Africans, and how Mauritius can contribute to structuring and ensuring its example for the other places around the continent. J'aimerais passer la parole maintenant à Ernest César d'Oliveira, président de l'African Business Club. Alors, Ernest est senior consultant également en stratégie et opération au sein du cabinet Deloitte. Il intervient auprès des institutions publiques sur les sujets de transformation des organisations, de villes et de territoires intelligents. Engagé sur les sujets de développement du secteur privé sur le continent africain, il porte des sujets d'innovation, d'entrepreneuriat, l'attractivité des talents et la mobilité Europe-Afrique via le forum Africa Mobility Innovation Days. Ernest est diplômé en macroéconomie de Panthéon-Assas Université. Ernest, si je peux peut-être introduire le propos que tu vas avoir, sur base de ton expérience et de ton regard de la gestion des talents et du lien que tu fais avec l'innovation et l'industrie, la technologie, comment est-ce que ces éléments peuvent contribuer à ce sujet d'améliorer le climat des affaires pour les TPE et PME en Afrique? Merci Alikam. Bonjour à tous, merci encore pour cette conférence et de nous permettre aujourd'hui de venir échanger avec vous sur des sujets éminemment importants pour le développement du continent. C'est un véritable plaisir et un honneur pour moi d'être parmi vous. Pour répondre à la question, mais de mettre un petit peu aussi en perspective le sujet que nous avons à discuter aujourd'hui, donc le climat des affaires en Afrique, et notamment comment les TPE et les PME peuvent s'inscrire dans cet écosystème et dans cet environnement de manière générale pour accroître leur activité et bien évidemment avoir une certaine croissance au niveau même de leur structure. Alors, le paysage même de l'écosystème africain fait qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est un continent jeune qui a atteint un potentiel énorme. Plus de 70% de la population a moins de 25 ans. Donc, c'est un véritable atout qui peut aussi, bien évidemment, et ça, je vous l'accorde, représenter beaucoup de défis. Et dans cette jeunesse, elle doit aussi contribuer de manière forte au développement économique de manière un peu plus générale. 12 à 15 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail chaque année sur le continent. Et lorsqu'on regarde un petit peu ce besoin énorme en termes d'adéquation à la fois formation-emploi, ceci représente pour les entreprises également un véritable défi. Donc comment absorber ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et au regard de nos trois problématiques que nous avons aujourd'hui à traiter, donc la sécurité hydrique, la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique, on retrouve ici un triptyque qui concentre essentiellement des enjeux autour de l'industrialisation. Nous avons évoqué beaucoup le sujet dans les thématiques qui ont été abordées hier et encore un petit peu ce matin. Et donc, dans cet écosystème où finalement, on a une Afrique jeune qui a envie de s'industrialiser sur des thématiques fortes, comment répondre à cet enjeu de talent? Parce que pour l'industrialisation et pour le développement économique, on a besoin de deux choses. À la fois le capital pour développer, en premier, et en deuxième, c'est la main-d'œuvre qualifiée. Comment on arrive à joindre cette main-d'œuvre qualifiée pour répondre à ce potentiel et à cette envie forte de pouvoir se développer. Mais fort est de constater que, notamment sur cet enjeu fort d'industrialisation, à la fois sur toute la chaîne de valeur, il y a un gros manque de compétences et une main-d'œuvre pas à la hauteur ou pas qualifiée suffisamment
ou pas abondante suffisamment dans les principales thématiques ou dans les principaux besoins pour lesquels les entreprises ont besoin de s'industrialiser, notamment sur des compétences techniques et technologiques. Donc on a un petit peu évoqué encore le sujet sur la thématique précédente. Effectivement, c'est un enjeu assez fort si on prend quelques chiffres. En Afrique, aujourd'hui, on forme 55 000 ingénieurs par an, alors qu'on a besoin de 4,3 millions pour répondre véritablement aux enjeux de développement et d'industrialisation du continent. Donc le gap ici est assez énorme. Donc, beaucoup de défis qui concentrent essentiellement cette jeunesse-là et essentiellement le besoin même pour les entreprises de pouvoir capter cette main-d'œuvre et répondre véritablement à ces enjeux à la fois de développement de manière globale, mais aussi d'industrialisation de manière particulière. Donc il y a un fort enjeu, un fort effort à faire au niveau de la professionnalisation des formations pour véritablement s'adapter à ce besoin-là et venir répondre finalement à ces objectifs d'industrialisation et de développement. Si on prend bien évidemment, il y a quelques pays qui arrivent à se démarquer dans ce paysage assez fort. Le Maroc est l'un des pays où on forme le plus d'ingénieurs, notamment sur le continent, le Cameroun également. Mais dans la grande majorité des besoins, et notamment dans les pays, nous avons besoin de former suffisamment la jeunesse, donc de répondre à la fois à une transformation sur les curricula de formation, sur les programmes scolaires, sur les objectifs sur les infrastructures de manière globale pour construire des universités et des écoles qui puissent véritablement venir former les jeunes et qui puissent véritablement rentrer de plein pied vers cette volonté que nous avons, notamment d'absorber et de développer notre continent. Merci beaucoup Ernest. On peut peut-être l'applaudir pour son intervention. Alors, je retiens de ton intervention que un des points importants, c'est d'essayer de réduire le gap sur les compétences techniques et technologiques qui sont un frein au développement. Et également l'importance de donner beaucoup d'importance parallèlement au capital à la formation et à l'accompagnement et la création de structures de formation universitaires ou simplement des écoles qui seraient structurantes pour ce sujet-là. Très bien, merci beaucoup pour ton intervention. J'aimerais passer la parole maintenant à Abiola Dabiri. So Abiola Dabiri, Associate Vice President, Corporate Secretariat, Africa Finance Corporation. Abiola is an experienced governance and compliance specialist with over 14 years of work experience in the legal and financial service industry. Abiola has been a critical member of the African Finance Corporation, AFC, compliance and corporate governance team for over a decade. AFC is a multilateral development finance institution established to help address Africa's infrastructure deficit with an investment portfolio of over $8 billion. Her prominent achievements include effective delivery of policies and protocols across all business functions that has confirmed and showcased AFC as a leader multilateral finance institution with the second highest credit rating in Africa. Abiola, if I may ask you, with your regard and your view about governance and large-scale impact of financial services, how would you address the type of work that you do to an environment that is, if I may say, far from what you usually do, but at some state has an impact on it, on small companies? How would you address it? Thank you for inviting me and thank you for listening to me. The first thing is governance is about bringing people together. It's about thinking about your community, thinking about stakeholders. And so if we agree that governance is about that, and we're trying to develop, then the first thing we need to know or confirm is that we have to come together. Because governance is about stakeholders, it's not just about shareholders, it's about the community you're serving, it's about the customers that would use your product, it's about your regulators. And when we have that together with the government, having a flat business climate, then infrastructure development across the continent is easier. It's not easy, but it's easier. If we have different
business climate, when you have people have cash to invest, but they can't trust your system, then you create more problems. We already have problems. Africa has a huge infrastructure deficit. We don't need numbers, we just need to look around us and see. So that means that we've been doing something different, and we need to do something, we need to approach it differently. And if we go back to many, many years, centuries ago, Africa was a leader because if you look at the tribes, the Fulani, the Bantu, it was about unity. It was about them speaking one language. It was about, you do this, this is happening. If you come there to do business, these are the rules of the game. And that's what governance is about. Governance is about setting up rules of the game that considers everybody. Nobody's left out. And when we have that, then you have an easier focus in telling people, come invest in my country or come partner with me. When I am working with the African Finance Corporation, that's what we knew we needed to set right from the get-go. We needed to know. And so what we did was we looked at the governance procedures globally and said we would go above everybody and set standards that were difficult. But what that meant was when you come to us and you see that the standards are above what you're required to do, then you have confidence in doing business. Then the question is not about are you transparent enough? Will you tell me when something is going wrong? Will you come to me when the economics looks okay and it doesn't look okay? So once you have that, the governance system, which has a lot to do with government buy-in. If government has set up the rules and the rules are people-friendly, business-friendly, everybody acknowledges that this is how businesses in this SMEs have to do within the framework, then in dealing with the infrastructure needs, then people can think. Then you can deal with technology. Then you can then pass on knowledge to people. I was talking to some of the panelists about a project we worked on in Gabon, and when we started off, it was just about setting the rules and making the initial investment. Now we get calls all day about people wanting to invest because they know if people can trust you, if the system is transparent enough, you would have investors. And when investors come in, or even within the locality, people would think this sector is the most thriving. New sectors come up, and then knowledge is disseminated because we all have to learn when we start to do new things. We need to spread out into industries. But if we don't fix governance, and not governance in terms of only, when we talk about governance, we tend to focus on governmental governance, but this is business governance. This is, as a business person, how am I going to, what's the business climate? If I say that, if I collect 10x from someone, is that what am I doing with it? Have I done what I said I would do? And if it doesn't go well, how transparent enough am I to let every investor, including my community, know? It's also about how I do my business. Have I just focused on profit? In the past, business governance was all about focusing on profit. Today, it's about your stakeholders, your community. Everyone matters, because if you lose your community, you can't put your business in Mars. So you have to do business, and I would assume that governance underpins everything, and it's an enabler of sustainable development. It's an enabler of growth. We've seen that. That's led us to being attractive to even continents that when we were setting out, we didn't think we would attract, and it was just because the good, the bad, the ugly is disclosed. And you set out the tone and you stand by it. You don't choose rules because it feels good, but you do it because this is what I've committed to do. Thank you, Abiola. One thing that you've said that stayed in my mind is that governance is about setting standards and rules of engagement for business to happen, and making sure that you create a climate of trust and confidence, and it has happened in the past in Africa,
but has been lost along the way. Thank you very much for your contribution and bringing those points forward. J'aimerais céder la parole maintenant à M. Abdelkader El Rissassi, qui est le secrétaire général adjoint chargé du développement économique et de l'emploi pour l'Union de la Méditerranée. Il est basé à Barcelone, en Espagne. Donc, Abdelkader est diplomate marocain, affecté au secrétariat général de l'UPM en tant que conseiller principal. Avant d'entamer sa mission au secrétariat général de l'UPM, il a également été conseiller en diplomatie auprès de l'ambassade du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire. Il a également exercé des fonctions de conseiller diplomatique en charge des dossiers politiques, économiques et d'autres à l'ambassade du Royaume du Maroc au Burkina Faso. Avant cela, il a également travaillé aux relations des institutions européennes au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger du Royaume du Maroc à Rabat. Dr El Rissassi est titulaire d'un doctorat en histoire contemporaine des relations internationales de l'Université de Strasbourg. Il est également auteur d'un livre, Les défis des relations euro-méditerranéennes entre la chute du mur de Berlin et les revers du printemps, de 2016. Il a également écrit plusieurs documents de recherche et d'articles sur les relations internationales et l'économie et a produit d'autres publications dans le domaine de l'histoire de la littérature. Abdelkader, je pense que là où tu as un apport qui est très important pour ce débat, c'est que tu vis des deux côtés de la Méditerranée. Donc tu as ce regard sur tout le bassin et tu as peut-être des points de comparaison à amener sur base de ton rôle et de ton expérience. Et également, je pense que ce qui est enrichissant sur la question du jour, c'est que tu as également une expérience en Afrique de l'Ouest qui permettra de cadrer et d'amener des exemples ou en tout cas des illustrations du business climate, du climat des affaires en Afrique pour les TPE et PME. On a hâte de t'écouter. Merci beaucoup. Bon, effectivement, j'essaierai un peu de partager ma petite expérience dans le domaine diplomatique avec vous, avec un regard un peu ayant un focus régional, en essayant un peu de partager aussi la vision entre le nord et le sud, et voilà, donc essayer de tirer quelques conclusions de cette petite expérience. Donc je représente effectivement l'Union pour la Méditerranée, qui est une organisation internationale, intergouvernementale composée de 43 pays, les 27 membres de l'Union européenne et 16 pays de l'Est et du Sud de la Méditerranée. Donc naturellement, vous pouvez comprendre qu'on a 5 pays de l'Afrique qui sont membres de l'Union pour la Méditerranée, 5 sur les 54 membres de l'Union africaine, donc les 54 pays. Donc j'ai aussi eu une expérience au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, et donc j'aimerais un peu attaquer la question du climat d'affaires en Afrique en général dans un cadre un peu en mouvance permanente. Donc naturellement, on peut voir ce qui se passe dans le monde actuellement. Depuis la crise Covid, on a vu un peu la reconfiguration des chaînes de valeur sur le plan international, et une reconfiguration qui donne des opportunités pour l'Afrique. Et donc la question qui se pose actuellement en tant qu'Africain, est-ce qu'on va rater encore le rendez-vous ? Parce qu'on a raté suffisamment de rendez-vous depuis les indépendances. Et la question qui se pose actuellement, avec la reconfiguration des chaînes de valeur, avec les mouvements qui se passent dans le monde à cause de la guerre en Ukraine et à cause des impacts de la guerre, donc il y a des opportunités qui s'offrent. Et si je peux résumer ces opportunités, on peut voir que nos amis asiatiques, ils ont profité pendant des années de plusieurs capitaux qui venaient s'installer en Chine, au Taïwan et dans d'autres pays de l'Asie. Pourquoi ces capitaux ils sont partis vers l'Asie du sud-est et sud-ouest? Naturellement, c'est parce qu'on a préparé le terrain pour les investissements, que ce soit américains, européens. Et les investisseurs, en général, ils cherchent, dans un principe économique assez simple, l'intérêt et le profit au maximum. Donc, ce profit, parfois, il a des aléas sur les plans sociaux. On peut aussi voir les conditions de travail en Asie qui ne sont pas parfois très exemplaires. On peut voir les exemples des enfants qui travaillent dans certaines usines, dans des marques internationales. Mais globalement, donc ces pays-là, ils étaient assez performants en matière de production. Au point que pendant la crise de Covid, on a vu que le monde est devenu complètement dépendant de ces économies.
la crise de l'Ukraine aussi a montré que le monde est dépendant de la Russie, il est dépendant de l'Ukraine en matière agroalimentaire, on dépend aussi en matière d'énergie, en plusieurs matières. Donc la question qui se présente actuellement en tant qu'Africain, qu'est-ce qu'on est en train de préparer pour l'avenir des futures générations et pour le présent aussi. Donc c'est une question primordiale qui s'impose. Il y a des pays africains, notamment mon pays, et je peux être fier des initiatives qui se sont développées en matière d'infrastructures, à travers Tongemed, à travers les infrastructures, les autoroutes, et les connexions en matière énergétique aussi. Donc on a parlé ce matin aussi de gazoduc, le projet gazoduc Nigeria-Maroc, qui peut être bénéfique que ce soit pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, mais également pour l'Europe. À un moment donné, on a vu que certains pays européens ne voyaient pas d'un bon œil ce projet parce que, soi-disant, il y avait le gazoduc qui liait la Russie à l'Allemagne et qui alimentait toute l'Europe. Et maintenant, on se demande sur la nécessité d'avoir des solutions alternatives en matière des énergies renouvelables, à la fois pour l'Europe et aussi pour l'Afrique. Donc il faut avoir des visions futuristes. Il ne faut pas uniquement s'installer sur les focus actuels et voir que voilà, donc on bénéficie d'un marché. Il faut avoir ces sortes de visions futuristes. Et les visions futuristes peuvent se passer à plusieurs niveaux. Donc il y a le niveau macroéconomique. Donc le niveau macroéconomique, là, il y a le rôle des États qui est un peu prépondérant. Donc les États, à travers leurs stratèges, leurs visionnaires, leurs décideurs, décidaient de mettre en œuvre le cadre propice à l'investissement. Et ce cadre, pour le mettre, il faut se poser la question, quels sont les obstacles majeurs face à l'investissement? Et si je demande à n'importe quel investisseur qui travaille d'une manière honnête, avec une vision, donc il va trouver que le premier obstacle qui se pose pour lui, c'est la bureaucratie, donc en matière de bureaucratie. Donc quand il n'y a pas de facilité pour faciliter l'investissement, si je dois traîner entre les bureaux parce que je veux investir dans le pays tel ou le pays tel, et donc je fais face à des fonctionnaires qui me bloquent l'accès au financement, c'est un vrai problème. Naturellement, donc on peut penser à la corruption, donc ça veut dire si à chaque fois il faut partager les bénéfices avec monsieur tel ou madame tel, parce que voilà, donc pour laisser passer le marché, la marge de bénéfices n'est pas encourageante. Donc le manque d'infrastructure, ça veut dire si je dois m'installer dans le village X au Mali ou au Niger ou au Maroc pour importer ou exporter les produits, donc s'il n'y a pas de transport, s'il n'y a pas de liaisons, s'il n'y a pas des aéroports dans la région qui me permettent d'exporter, donc c'est un obstacle. Donc il y a aussi les obstacles en matière de la main-d'œuvre qualifiée, donc si on peut dire. Et là, hier, on a parlé de la formation professionnelle et du conflit entre la recherche et la formation professionnelle. Je pense que Sa Majesté avait plaidé pour la formation professionnelle. Mais j'ai une remarque par rapport à la formation professionnelle. Pour nous, souvent, la formation professionnelle, on la réduit à une marge où c'est le métier de ceux qui ne réussissent pas dans leurs études. C'est un vrai problème. Pourquoi on met des obstacles aux jeunes s'ils veulent faire de la formation professionnelle? On leur dit, voilà, avec un bac plus 2, vous ne pouvez pas faire de la recherche par la suite parce que vous avez un savoir-faire assez limité. Donc il faut permettre à ces jeunes de développer leurs connaissances et aussi aux chercheurs de revenir à la formation professionnelle et faire ce nexus entre formation professionnelle et performance aussi en matière de recherche. Il y a des jeunes qui sont capables de produire à la fois en matière de recherche et à la fois en matière technique. Donc les investisseurs, quand ils recrutent, ils ne font pas de l'assistanat. Quand on recrute quelqu'un, généralement, même au niveau de nos administrations, on voit ceux qui sont les plus rentables. J'ai son CV devant moi, je ne vais pas commencer à faire plaisir à celui-là ou à l'autre, ou à recruter juste les enfants de mes amis pour faire avancer mon business. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans le vrai business. C'est plutôt les compétences. Les compétences viennent aussi de la formation, mais aussi de la capacité en matière de créativité. Donc, est-ce que ces jeunes sont capables d'être créatifs, de donner des solutions innovantes pour faire avancer le business? Donc, je pense que dans le cadre global macroéconomique, on peut penser de cette façon. Ça veut dire voir les exemples réussis. Parfois, on peut voir les exemples de pays qui sont loin de nous, qui peuvent être différents pour des considérations historiques, des considérations sociologiques, des considérations économiques ou politiques, mais il y a toujours des lessons learned from these experiences. Il y a aussi la question des langues.
Nous sommes très ravis de parler l'arabe, le français au Maroc ou même dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais il faut admettre qu'actuellement, l'anglais, c'est une langue internationale qui s'impose par la force des choses. Donc le rôle de l'anglais, au niveau de l'enseignement, est très très important parce que souvent même en étant responsable, en recevant des investisseurs, si on a besoin toujours d'avoir un traducteur pour expliquer les opportunités d'investissement dans le pays, c'est un autre problème. L'autre langue qui s'impose par la force des choses, c'est aussi le chinois. Donc le mandarin qui est une langue assez importante en matière de nombre de personnes qui parlent le mandarin, mais aussi en matière d'investisseurs chinois qui sont prêts à investir en Afrique et ailleurs. Donc le modèle chinois d'investissement est très différent des modèles occidentaux. Donc en Afrique, j'ai vu aussi, donc c'est un partenariat assez différent, avec ses défauts et ses qualités. Mais pour nous, en tant qu'Africains, je pense qu'il faut sortir de ces limites historiques, géographiques et s'ouvrir sur d'autres cieux, sur d'autres expériences pour pouvoir bénéficier ensemble. La question de la paix et de la stabilité est aussi prépondérante et importante au niveau de l'Union africaine. La stabilité des États, la stabilité des gouvernements, la stabilité des économies est un facteur assez important. Quand j'étais conseiller au Burkina Faso, à un moment donné, on a senti que la situation n'était pas très stable politiquement. Donc le conseil qu'on pouvait donner aux investisseurs qui venaient au Burkina Faso, c'est de temporiser à un moment donné pour voir l'avenir du pays. Donc je ne peux pas encourager des investisseurs marocains, même avec les grands messages de la volonté, de risquer leurs capitaux dans un cadre qui n'est pas très propice économiquement pour favoriser leur investissement. Il y avait des gens qui étaient disponibles pour construire des hôtels, pour construire des usines. Mais si on ne permet pas au pays de rester stable, de rester serein et de permettre, même l'investisseur, quand il vient, il discute avec un gouvernement et le lendemain, on voit que le président ou les ministres sont en prison, tous les engagements avec le gouvernement partent en ruine. Donc ça ne favorise pas aussi l'attraction des investissements. Et pour assurer la paix aussi, il faut se focaliser sur les relations avec les États et non pas avec les entités séparatistes ou avec les entités un peu avec des vocations terroristes ou autres. Donc l'exemple au niveau de l'Union africaine actuellement est très frappant quand on a un membre qui n'est pas un État et qui bloque naturellement toutes les discussions, tous les partenariats. On a vu l'exemple avec la TICAD. Donc on se focalise sur des discussions qui sont inutiles, il faut le dire. Donc des États qui prennent des positions contre des pays membres ou pour la division de certains pays membres, juste pour des intérêts stratégiques, c'est aussi un obstacle à l'investissement. Voilà, j'ai essayé en bref de partager ma vision et mes convictions, un peu à vocation politique et économique, mais je pense que la stabilité et la prévoyance sont des outils assez importants pour favoriser l'investissement en Afrique. Merci Abdelkader, merci pour cette présentation. Effectivement, je retiens quelques éléments. C'est qu'il y a des contextes mondiaux dont il faut tenir compte, les contextes des enjeux, notamment de la guerre en Ukraine ou du Covid, qui ont des impacts sur toutes les économies, même sur les économies africaines. Des accélérateurs, que ce soit l'infrastructure, notamment, pour ne citer qu'elle, mais également le cadre général de paix, qui permettent aux investisseurs d'avoir une vision plus long terme sur leurs investissements et les sécurisent. Et puis les freins, bien sûr, la bureaucratie ou la corruption qui peuvent empêcher certains développements. Et un point qui m'a également beaucoup plu, c'est la libération de la jeunesse, en faisant fi des fois de certaines compétences qui ne sont pas forcément développées, mais d'encourager l'engagement de la jeunesse qui permettra de libérer les choses en leur mettant en avant l'importance des langues, des affaires, qui sont notamment l'anglais, mais également de plus en plus le chinois aussi. Merci beaucoup pour cette contribution, Abdelkader. J'aimerais céder la parole maintenant à Pierre-Joseph Kingbo, directeur général de Green Invest Africa. Pierre-Joseph est directeur général de Green Invest Africa, une société d'ingénierie bas carbone et de finance climat basée à Abidjan, qui opère de l'ouest et du centre. Il a plus de 20 ans d'expérience dans le développement international durable à la Banque mondiale à Washington, D.C. et à la Banque africaine de développement à Tunis, avec un accent sur le développement du secteur privé, de l'agroforesterie, de l'énergie, le financement climatique, le suivi et l'évaluation, la gestion des connaissances et l'apprentissage. Dans le secteur du climat, Pierre-Joseph a fourni un soutien substantiel de haut niveau aux clients de Green Invest Africa et aux équipes chargées du changement climatique.
Pierre-Joseph a étudié en Côte d'Ivoire, en France et également au Canada. Il a vécu et travaillé dans 5 pays et possède une expérience de gestion de programmes de développement dans 4 régions du monde, Afrique, Moyen-Orient, Afrique du Nord, Amérique du Nord et Europe. Et pour la petite histoire, il est également expert en judo. Donc méfiez-vous de vos questions, il pourra vous répondre agressivement potentiellement. Voilà. Plaisanterie à part, Pierre-Joseph, je pense que tu as une approche très technique, si je peux me permettre du terme, par rapport au sujet du jour, une expérience de terrain qui est vraiment importante dans le débat du jour. Alors, moi j'aimerais savoir, toi, avec les initiatives privées que tu as développées, les initiatives personnelles que tu as vécues, et même dans le cadre de financement que tu as fait, comment est-ce qu'une PME peut accéder à ce financement climatique ? C'est vraiment essentiel pour une petite entreprise de comprendre cela. Merci pour ta contribution. Oui. Alors, il faut partir des accords de Paris. Et dans les accords de Paris, il y a un article qui est très important qui s'appelle l'article 6. Et l'article 6 est composé de plusieurs paragraphes et distingue 3 approches. Donc, il y a l'approche de coopération, ce sont les articles 6.1 à 6.3. Il y a les approches de contribution à l'atténuation des émissions, ça concerne les articles 6.4 jusqu'à 6.7. Et puis, il y a toutes les approches non basées sur les mécanismes de marché, ça concerne l'article 6.8. Alors, quand on essaye d'évaluer l'état de préparation de nos pays pour la mise en œuvre de l'article 6 afin que cet article puisse bénéficier aux PME et aux TPE, on regarde le cadre de la gouvernance déjà dans un premier plan et on regarde 4 choses en ce qui concerne la gouvernance. Donc on regarde s'il y a un engagement politique fort, on regarde le cadre institutionnel, on regarde aussi les processus politiques et l'engagement des parties prenantes. Et ça nous permet de faire des comparaisons entre pays. Et c'est un peu une manière d'aborder la gouvernance d'un point de vue formel. Et puis quand on fait des recommandations aux pays, parce que souvent les pays nous demandent mais comment est-ce que je me prépare pour la mise en œuvre de mes CDN en utilisant l'article 6. Et donc l'article 6, c'est l'article qui concerne le secteur privé et aussi les marchés carbone, comment mettre en œuvre ces marchés carbone et puis comment est-ce que les PME, les TPE peuvent en profiter. Et l'approche que nous recommandons au pays est basée sur 4 blocs, 4 building blocks. Il faut que nos pays essayent de se doter d'un cadre législatif pour l'application de l'article 6. Alors, si je prends le cas de mon pays, la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de loi climat. Et la question qui se pose pour un investisseur qui investit dans l'agroforesterie, c'est la question de la propriété de l'arbre et puis de la propriété du carbone. Donc, avant de pouvoir commercialiser des crédits carbone, il faudrait déjà se mettre d'accord sur à qui appartient le carbone. Est-ce qu'il appartient à l'État ? Est-ce que l'État donne un droit d'usage à des personnes privées de commercialiser le droit carbone ? Et puis en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas forcément les propriétaires terriens qui mettent en valeur la terre. Il y a des multinationales qui ont des plantations de cacao et qui font de l'agroforesterie, qui plantent des arbres et qui aimeraient pouvoir commercialiser les crédits carbone. Et en fait, c'est leur intérêt de participer aux actions de reboisement, par exemple. Et donc tout ça, par exemple, dans le cadre de la Côte d'Ivoire, a besoin d'être clarifié. Alors,
il y a aussi des pays, quand je regarde parmi les clients de Green Invest, qui n'ont pas réalisé un alignement entre leur CDN et la mise en œuvre de l'article 6. Alors la CDN en anglais c'est NDC, je dis ça pour le traducteur, National Determined Contribution. C'est un peu la boussole ou la stratégie bas carbone de nos pays. Et c'est sur la base des CDN que nos pays vont négocier dans les COP, à la COP 26, à la COP 27. Et l'article 6 donc doit servir à mettre en œuvre cette stratégie bas carbone au niveau de nos pays. Et dans beaucoup de cas, on ne retrouve pas un alignement entre la capacité de nos pays à mettre en œuvre cet article 6 et leur propre CDN. Alors, en ce qui concerne les PME et les PMI, les TPE, le problème qui se pose pour elles est un problème de capacité technique. Souvent, les fonds verts, si vous regardez un dossier pour accéder à un financement d'un fonds climatique, ils vont vous demander de calculer le potentiel de réduction des émissions de votre procédé industriel. Et c'est là que les choses bloquent. Beaucoup de PME savent faire ce qu'ils savent faire, mais ne savent pas calculer les métriques du climat et exprimer ce qu'ils font en potentiel de réduction des émissions de gaz carbonique. Et donc, il y a ce problème qui est un frein. Les fonds climatiques aussi sont difficiles d'accès pour nos PME et PMI. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de banque accréditée Fonds vert climat. Et il n'y a qu'un seul organisme gouvernemental de l'État qui est accrédité au Fonds d'adaptation. Alors, ce qui veut dire que c'est très difficile pour les PME d'accéder à ces fonds climatiques parce qu'on n'y accède pas directement en tant que PME. Il faut nécessairement passer par des banques et des organismes accrédités. Et donc je dirais qu'une des barrières, c'est qu'on n'a pas encore beaucoup d'institutions qui sont accréditées. Alors en Côte d'Ivoire opèrent beaucoup de banques marocaines, de filiales de banques marocaines. Dans le secteur bancaire ivoirien, il y a au moins 5 filiales de Attijari, BMCE, pour ne citer que quelques-unes des filiales. Et la Banque centrale marocaine a demandé à toutes les banques marocaines d'évaluer le potentiel carbone de leur portefeuille. Et donc ça a un impact sur les filiales qui sont en Côte d'Ivoire, qui doivent s'y conformer. Et donc du coup, toutes les banques marocaines sont dans le processus d'accréditation Fonds vert climat et on espère qu'elles vont être accréditées très bientôt et donc elles vont pouvoir financer les PME de Côte d'Ivoire qui aimeraient accéder au Fonds vert climat. Alors, pour faire le lien avec ce qui s'est dit avant, en Côte d'Ivoire, l'économie est beaucoup basée sur l'agriculteur. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, le premier producteur africain de palmiers à huile, le premier producteur mondial de noix de cajou. Et donc il y a beaucoup de déchets agricoles qui ne sont pas valorisés. Et il y a un très grand potentiel de valoriser ces déchets agricoles en produisant de la biomasse pour créer des énergies propres. Et il y a des financements climatiques qui sont disponibles aussi pour encourager l'innovation des jeunes entrepreneurs en Côte d'Ivoire pour valoriser les déchets issus de la culture du cacao. Les cabosses de cacao peuvent être transformés en biochar. Les déchets de palmiers à huile peuvent être utilisés pour produire de la vapeur qui va servir à produire de l'électricité. Donc le potentiel est là, il est très grand.
Mais il faut un cadre et il faut une loi, et puis il faut aussi qu'on définisse clairement qui est propriétaire du carbone et qui a le droit de le commercialiser. Et ça, ce sont les chaînons manquants dans le cadre de la Côte d'Ivoire, mais dans le cadre de beaucoup de pays africains. Voilà ce que je pourrais dire en introduction à mon propos sur quel est le cadre qui pourrait favoriser l'accès au financement vers des PME et des TPE en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Un cas que je connais très bien. Merci. Merci beaucoup Pierre-Joseph pour tous ces exemples très concrets. Je note quelques points importants, notamment l'importance de comprendre l'article 6 des accords de Paris qui a un impact direct pour les TPE et PME qui souhaitent s'orienter sur ce secteur-là. Également de prévoir le cadre législatif dans les pays afin qu'ils puissent adhérer à ces accords de Paris et les gérer. Et bien évidemment, les freins, malheureusement, sont les capacités techniques aux PME de pouvoir accéder à ce qui est demandé pour pouvoir bénéficier de ces fonds, et parallèlement également les organismes de financement de banques, les banques locales, qui ne sont pas au courant ou qui ne font pas les demandes pour pouvoir offrir ce service ou ce fonds à leurs clients, hormis peut-être des banques marocaines qui commencent à franchir le pas. Merci beaucoup pour cette contribution. J'aimerais maintenant céder la parole à M. Bouarif. M. Bouarif, d'abord je vous remercie d'avoir accepté le pied levé de remplacer M. Lahrech, qui a dû s'absenter. Je vous présente rapidement. Donc, M. Bouarif est directeur régional de Tamwilcom sur Casablanca. Il a une large expérience en banque privée et également chez Tamwilcom. M. Bouarif, ce qui nous importe, vu votre action sur le périmètre marocain, sur tout ce que vous arrivez à faire ici, comment et à travers quels exemples est-ce que vous pouvez montrer ce qui fonctionne et qui peut servir d'exemple sur ce sujet, sur le climat des affaires et les TPE-PME, et si vous avez des exemples également dans le cadre spécifique de la transition énergétique. Merci. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je tiens à mon tour à remercier l'organisation de nous avoir associés sur un événement avec des thématiques qui nous tiennent à cœur. Merci beaucoup. Alors, si vous permettez, enfin, mon intervention sera surtout axée focalisée sur la question de l'accès au financement de la TPME, plus particulièrement le cas du Maroc à travers notre institution Tamwilcom. Donc, si vous le permettez, je vais commencer par une petite présentation de notre institution et surtout de notre positionnement, surtout pour nos amis du continent. Alors, le Tamwilcom a fonctionné, enfin, il est créé depuis 1949. Et il a fonctionné jusqu'à 2020 en tant qu'établissement public sous la dénomination de la Caisse centrale de garantie. Et depuis 2020, nous avons connu un changement du statut juridique. Donc nous sommes désormais une société anonyme, mais dont le capital est détenu intégralement par l'État. C'est la Société nationale de garantie de financement de l'entreprise et pour la dénomination commerciale de Tamwilcom. Nous avons le statut d'établissement de crédit assimilé. Alors par rapport à notre positionnement, nous ne sommes pas une banque classique en tout cas. Nous sommes, si vous voulez, une banque un petit peu différente. Pour expliquer notre positionnement à nos amis, je vais vous laisser imaginer. On imagine 3 cas de figure. Imaginons si on opère dans un marché efficient, un marché parfait où finalement le secteur privé arrive à financer le secteur privé. Donc là, dans ce cas de figure, on n'a pas besoin d'intervention de l'État. Imaginons un autre cas extrême où finalement le marché est défaillant, donc le secteur privé n'arrive plus à financer l'économie. Là, il faut carrément se substituer au secteur privé et financer directement l'économie. Là aussi, ce n'est pas le cas. Il y a un troisième cas de figure, c'est un petit peu entre les deux, où le marché arrive à financer l'économie, mais demeure des insuffisances.
Alors nous, on se positionne sur ce troisième cas de figure. Donc on est dans une approche de partage de risques avec les acteurs du secteur privé, notamment les banques et les autres organismes de financement, de manière à leur permettre de financer davantage de projets et d'entreprises grâce au recours à nos mécanismes de garantie notamment. Alors, il faut savoir que je vais revenir sur une date un petit peu de l'histoire récente de Temuilcom. À partir de 2009, nous avons opéré une refonte de notre système, que ce soit en organisation, mais également en process. La refonte, elle était axée sur 3 axes stratégiques. À savoir la refonte de l'offre produit. Pourquoi? Pour la paramétrer sur les besoins essentiellement de la TPME, de la très petite et moyenne entreprise, parce que c'est notre cœur de cible. Le deuxième axe stratégique, c'est une politique de régionalisation. Donc nous avons ouvert aujourd'hui, nous avons des centres d'affaires dans les principales régions du royaume, de manière à se rapprocher des entreprises, mais également des partenaires au niveau des régions. Et un troisième axe stratégique, nous avons travaillé sur les process, de manière à les assouplir et pour faciliter l'accès de cette catégorie d'entreprises au financement. Donc, Temuilcom aujourd'hui, c'est 3 domaines d'activité stratégique. C'est un cœur de métier qui est la garantie, c'est un petit peu notre ADN historique. Pour la garantie, on couvre pratiquement tous les secteurs d'activité et toujours avec un focus sur la TPME. Donc, je vais citer l'exemple, nous avons lancé dès 2012, nous avons réfléchi avec nos partenaires à mettre en place un produit de garantie des financements dédiés à la TPE. Donc nous avons réfléchi ensemble, c'était une stratégie de downscaling si vous voulez, pour accompagner le secteur bancaire à descendre davantage vers cette catégorie d'entreprises. On le sait très bien, pour gérer la TPE d'une façon rentable, il faut industrialiser un petit peu le process. Donc on a essayé de travailler sur l'offre produit pour cette catégorie d'entreprises et surtout sur le process, pour l'assouplir au maximum et comme ça de massifier les financements bancaires vers cette catégorie d'entreprises. Et depuis, je pense que la stratégie a donné ses fruits et pour ne citer que sur 2022, pour la TPE, nous avons titillé les 50 000 bénéficiaires, rien que pour 2022 sur la TPE. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut noter également, que la stratégie de Temuilcom, elle épouse et elle est calée en quelque sorte sur les priorités de l'État. Donc nous avons une offre générique, voilà, mais on développe à chaque fois que le besoin se fait sentir sur un secteur d'activité bien déterminé, voire une thématique. On se met autour d'une table avec nos partenaires et on lance un produit ou un mécanisme dédié à cette problématique. L'exemple le plus récent des produits Covid, donc pour permettre aux entreprises de faire face aux difficultés conjoncturelles liées à la crise sanitaire. Donc à côté de l'activité de garantie, nous avons développé une activité de cofinancement. Ça veut dire ici, en sus de la garantie, on va cofinancer directement les projets. Alors, pour l'offre de cofinancement, comme je l'ai dit, elle est thématique. Donc, c'est soit par rapport à des problématiques, soit par rapport à des secteurs d'activité qui sont jugés prioritaires par l'État. L'exemple le plus peut-être le sujet de l'événement aussi, nous avons lancé un produit qui est dédié au financement des projets qui s'inscrivent dans le cadre de l'économie verte. Ça s'appelle d'ailleurs Green Invest, mais ça s'appelle... on ne l'a pas fait exprès. Donc, qui s'adresse, l'idée c'est de partager le risque, toujours on est dans une approche de partage de risque avec le secteur bancaire pour les encourager à nous suivre dans le financement. Et bien évidemment, la part de Temuilcom, elle est octroyée à des conditions préférentielles pour permettre plus de compétitivité aux entreprises du secteur. Donc, une troisième activité stratégique, c'est le financement de la start-up innovante. Comme on le sait très bien, la finance conventionnelle, si on veut, n'est pas forcément
adapté aux besoins, au financement des startups. Donc nous avons lancé tout un programme qui est dédié au financement de ce genre d'entreprise. Voilà. Et je ne sais pas, peut-être pour terminer, on aime bien citer les chiffres quand ils sont bons. On aime bien, peut-être pour 2022 par exemple, nous avons financé rien que pour l'entreprise, et c'est de la TPME, plus de 54 000 bénéficiaires à travers nos produits de garantie qui ont permis de mobiliser plus de 34 milliards de dirhams de financement pour cette catégorie d'entreprises, hors produits Covid, hors programme Telaka. On a des programmes spécifiques. Et voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, M. Boualif, pour toutes ces explications. Je retiens plusieurs choses. D'abord, c'est que vous êtes un acteur très concret dans l'économie verte, avec des chiffres très verts, si vous me permettez l'expression. Plus de 50 000 bénéficiaires avec plus de 34 milliards de dirhams levés, c'est un très très beau score. Également, dédié pour la PME et la TPE. Tout secteur confondu, effectivement. Ce qui m'a beaucoup plu dans l'exposé, dans la mission de Tamilcom aussi, que je trouve très bien, c'est qu'elle s'aligne avec les priorités de l'État. Donc elle suit et elle permet aux entreprises de suivre ce sur quoi l'État se focalise, notamment maintenant sur l'économie verte qui vient de plus en plus prépondérante, notamment au Maroc, mais certainement dans d'autres régions du monde. Donc, et ce partage de risques pour des PME, des TPE qui sont bien souvent en souffrance, de pouvoir les accompagner et prenant un risque avec elles. Je trouve ce mécanisme un modèle qui devrait être diffusé dans d'autres régions d'Afrique. Donc je vous félicite pour ça et je vous remercie pour votre contribution. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de ce panel. Peut-être que certains d'entre vous ont des questions à poser aux différents panélistes. En tout cas, je vous félicite tous déjà pour votre contribution et d'avoir eu un panel aussi panafricain. Et chacun dans vos qualités, dans vos compétences, vous avez, je pense, illustré le sujet avec brio. Donc au nom d'Africa 21 et au nom de l'audience, je vous félicite et je vous remercie sincèrement pour vos contributions. Et j'ai été ravi de pouvoir modérer ce panel à vos côtés. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'audience qui sont à adresser. Je vous prie de vous présenter, monsieur, et adresser votre question. Merci. Merci, M. Abakar Ramadan, secrétaire d'État à la production et à la transformation agricole, donc le ministre du Tchad. Merci. Bon, donc, moi, je voulais seulement intervenir effectivement dans le cadre de fonds verts. Ces fonds verts que depuis très longtemps, donc, dans le grand rencontre, je ne sais pas, forums mondiaux, on parle effectivement que le Nord s'est développé et que le Sud ne s'est pas développé, mais quand même, pour compenser la consommation du Sud, la consommation effectivement de carbone du Sud, il faut que le Nord mette ses fonds à la disposition de ce pays-là. Mais on a assisté à beaucoup de forums, à beaucoup de rencontres, mais on a du mal effectivement à mobiliser ces fonds verts. On a beaucoup de projets qui sont arrêtés parce que le fonds ne vient pas. Et à titre d'exemple, de certains de nos projets financés par la BAD, qui devaient quand même, comme tout projet, à un délai. Et on fixe 4 ans pour un projet, le fonds vert arrive pas du tout, ou même 4 ans après, on ne voit pas le fonds. Et ça déstabilise effectivement le projet que nous mettons en place chez nous. Et donc, j'aimerais savoir effectivement, quand on parle de l'accréditation, comment accrédite-t-on une institution dans le cadre des fonds verts? Vraiment, c'est la question que nous nous posons. Un pays comme la Côte d'Ivoire, vous venez de nous dire que seulement une seule institution qui a été accréditée. Au Tchad, je me demande... C'est vrai, au Tchad, nous, on en a... tout ce que je sais, c'est que on a le fonds de l'eau qui est déjà entré, il est
déjà en cours d'accréditation, mais ils ne sont pas encore accrédités, mais ils ont des projets qui sont en train d'être suivis par le fonds. Voilà donc pour vous dire effectivement sur ces fonds que nous parle souvent. Nous en Afrique, on voit ça comme un leurre. Il faut vraiment qu'on nous dise réellement comment consommer cet argent qu'on a mis à notre disposition. Merci. Alors, tous les pays reçoivent ce qu'on appelle un fonds de readiness. Alors, c'était un fonds qui était de 1 million de dollars et qui est passé maintenant à 10 millions de dollars par pays. Et ce sont ces fonds, en anglais, ils appellent ça readiness, mais ces fonds de préparation qui doivent aider les pays et puis les porteurs de projets à se préparer pour des soumissions au Fonds vert climat. Alors en Côte d'Ivoire, il y a des banques, des institutions qui ont bénéficié de cette readiness et la readiness est en général gérée auprès du point focal du Fonds vert climat dans votre pays. Et en général, c'est un fonctionnaire du ministère de l'Environnement. Alors, c'est un problème que j'ai remarqué dans beaucoup de nos pays africains. Il n'y a pas de transparence ou de publicité sur ces fonds qui sont disponibles. La plupart des PME, TPME ne connaissent même pas le point focal du Fonds vert dans leur pays. Et c'est par là qu'il faut commencer. Et c'est le point de départ. Alors, sans vouloir faire de publicité, nous avons accompagné l'organisme qui a été accrédité Fonds d'adaptation pour son accréditation. Alors, il s'agit du FIRCA, qui est un fonds agricole en Côte d'Ivoire. Et les processus d'accréditation sont assez complexes. Rien que pour rassembler la documentation qui était demandée, le FIRCA a mis à peu près 8 mois. Et ce n'était pas de la faute du FIRCA, c'était la lenteur de l'administration ivoirienne pour émettre les documents que le FIRCA avait besoin de présenter au fonds d'adaptation pour son accréditation. Donc, il y a ça qui est comme un frein à l'accréditation. Et l'autre frein, c'est que le processus en lui-même est un double processus. C'est-à-dire que le fonds d'adaptation ou le fonds vert va revoir tous les documents en interne et ils vont demander une revue par des experts indépendants. Et c'est quand on a passé le cap de ces deux revues, à la fois la revue interne et la revue par les experts indépendants, qu'on accède à l'accréditation. Alors donc c'est un processus, si tout va bien, qui prend au minimum 18 mois à 24 mois. Donc ce n'est pas un processus qui se fait immédiatement. Et c'est un processus qui peut être appuyé et financé par les fonds de la readiness, qui sont ces fonds de 10 millions de dollars qui sont disponibles dans chaque pays auprès du point focal du Fonds vert climat. Et dans la plupart de nos pays, ce point focal est logé au ministère de l'Environnement du pays respectif. Voilà ce que je peux dire comme réponse à votre question et à votre préoccupation, Monsieur le ministre. Merci. Je remercie les brillants panélistes qui nous ont éclairés sur toutes les questions qui ont été abordées. Mais je suis Monsieur Gagnon du Congo-Brazzaville, membre du Conseil économique, social et environnemental. J'interviens après le brillant exposé fait par Monsieur d'Oliveira, qui, dans sa présentation du vécu et expérience, a approché la question de la gestion des talents. Alors, dans les données statistiques qu'il dégage, il dit le continent est jeune, 60%
à peu près moins de 25 ans. Mais c'est une ressource sûre. Moi, je vais venir vers l'intervenant pour lui parler directement de son pays. Le Gabon est un pays de l'Afrique centrale qui a moins de 3 millions d'habitants. Alors, si nous sommes pragmatiques, puisqu'on parle aussi de gouvernance, on a parlé aussi de démocratie, on a parlé de leadership, on parle aussi de vision. Est-ce que 3 millions d'habitants, en termes de personnes, avec toutes les ressources naturelles, ce pays ne peut pas être traité comme un projet. On fait du Gabon un projet chiffré, et d'abord ausculté sur la base des données. En Afrique, je crois que c'est l'intervenant de tout à l'heure, notre ami de la Côte d'Ivoire, qui parle de la lenteur administrative. Mais les données ne sont pas fiables. Quand les investisseurs arrivent en Afrique, on leur présente des données qui ne sont pas fiables et ils n'ont pas le temps de les potasser, de les traiter. Mais ils travaillent sur des hypothèses, on va dire, à la limite, presque tronquées, mais pour espérer quel est le résultat à terme. On a parlé de l'expérience des Asiatiques, des Chinois. Quand les Chinois, pendant près de 20 ans, 30 ans, se sont emmurés, on a dit que c'était du totalitarisme, mais c'était pendant ce moment qu'ils se préparaient, à l'insu de tout le monde d'ailleurs, d'affiner la donnée, de discipliner. Et une éminente personnalité française, le nom m'échappe, disait, quand la Chine s'éveillera, le monde sera étonné. Ben voilà. Mais alors, quand la Chine est sortie au grand jour, nous sommes tous surpris de voir un pays structuré, avec des capitaux importants, et aujourd'hui, sans forcer, ils sont devenus potentiellement des partenaires incontournables, et même la langue chinoise aujourd'hui toise les vieilles langues qui sont pratiquées dans le commerce international. Donc c'est pour ça que je me retourne vers mon frère et mon jeune frère du Gabon pour dire qu'il nous faut des modèles appropriés, adaptés à nos pays. Mais des modèles qui doivent faire mal. Mais il faut un leadership fort. Et le leadership fort avec les données actuelles que nous impose la démocratie, la durée en temps limité à la tête de nos pays, tant qu'on n'aura pas des États forts, des institutions fortes, des bases réelles pour un développement, mais nous ne ferons que du saupoudrage. Quand nous abordons la question de l'économie verte, comme a dit M. le ministre de la République du Tchad, mais vous voyez bien que à ce niveau même, l'information n'est pas fiable. Je crois qu'il nous faut repenser un modèle, revenir sur le modèle. On n'a pas pris du retard, c'est vrai, les exemples existent, mais posons les vraies bases, la vraie fondation, pour que notre édifice s'élève progressivement. Je pose la question sur la formation et l'emploi. Est-ce qu'on pourrait comprendre qu'avec les fonds publics, dans les écoles d'ingénieurs en Afrique, on forme des ingénieurs qui, au finish, sont au chômage? Est-ce normal? Est-ce que cette formation ne pourrait pas être intégrée comme un projet dans lequel l'échantillon qui est formé est suivi avec un accompagnement pour faire en sorte qu'à la fin de la formation, tout de suite, ils sont employés. Mais ils sont des milliers. Au Gabon, on trouve beaucoup de jeunes cadres formés ingénieurs, mais qui sont au chômage. Est-ce que cela se justifie? Mais tout simplement parce que le départ est faussé. Et c'est effectivement, pour revenir à ce qu'a dit la jeune sœur du Nigeria, la question de la vision de la gouvernance.
Les bases ne sont pas bien posées. Et c'est pour ça que je reviens pour remercier et féliciter les initiateurs de ce forum qui posent le problème en termes d'être au cœur des stratégies. Il faut que les Africains portent de manière particulière leurs projets. Mais je dis bien projet. Mais si nous n'entrons pas dans la culture du projet, on ne saura jamais suivre ni évaluer. Et c'est pour ça que je vais conclure pour espérer qu'à la deuxième session certainement de notre forum, qui va se perpétuer, on fera l'évaluation de la première session pour voir les avancées. Je vous remercie. Merci, monsieur le distingué conseiller. Effectivement, moi, je rejoins la vision que vous avez partagée sur le cadre de gouvernance de manière globale, qui doit être, en tout cas dans le cadre de nos pays, venir de manière endogène dans la construction même des stratégies de développement que nous mettons en place, et ce sur toute la chaîne de valeur de la décision, donc du plus haut niveau politique, donc au niveau de leadership et de la vision, en passant par l'administration même, donc les fonctionnaires qui sont chargés d'exécuter cette vision, qui se mettent au service de cette vision. Et ça, c'est une transformation de manière globale, donc également de la partie des fonctionnaires. Donc à la fois endogène à la base au niveau de l'éducation, donc des jeunes, donc du système éducatif en lui-même, repenser les programmes scolaires, les adapter à nos réalités, à nos objectifs. On parlait tout à l'heure, mon collègue de droite au fond, dans les objectifs de la mission de son organisation s'alignaient sur la vision portée par les autorités. Ça doit aussi partir dans la vision même de l'éducation. On définit des thématiques ou des champs prioritaires de développement. On produit des programmes scolaires qui viennent répondre à ces enjeux-là. Et ensuite, de manière assez naturelle, on aura 5 ans, 10 ans après, des promotions qui sortiront de là avec les compétences nécessaires pour répondre véritablement aux enjeux même de nos pays de manière endogène. Donc ça également, comme on a la chance d'avoir des politiques aussi dans la salle, pour porter peut-être la voix. Là, moi, le Gabon, naturellement, je ne peux pas le faire ici, séance tenante, mais c'est une voix à porter, même au niveau régional, parce qu'on a évoqué le cas du Gabon. Le Gabon, c'est 3 millions d'habitants, c'est assez petit, le marché est petit, l'écosystème est petit. Mais si on s'inscrit dans un cadre un peu plus global, un peu plus régional, on a là encore des enjeux qui peuvent venir répondre de manière un peu plus globale à ces objectifs. Et il faut aussi saluer les initiatives qui sont mises en place ou prises en compte par les autorités publiques dans nos pays. J'évoquais tout à l'heure les efforts d'industrialisation, comme également Abiola l'a mentionné dans son propos pour avoir travaillé sur les zones industrielles au Gabon. Là également, ça peut être un exemple aussi sur lequel on peut véritablement venir travailler ou essayer de construire un modèle palpable de développement. Donc là, en essayant donc, sur la zone économique spéciale au Gabon, basée sur à la fois la transformation du bois, mais de manière plus globale, l'agroforesterie, où on a des unités de transformation de la première à la 4e transformation, de manière intégrée donc dans la transformation globale sur la chaîne de valeur, et qui aussi intègre une unité de formation professionnelle directement basée sur la zone économique, et qui est une unité de formation régionale, donc qui accueille l'ensemble des étudiants sur toute la région d'Afrique centrale, pour permettre de venir répondre à ces besoins en compétences des entreprises installées sur les zones économiques. Donc là également, c'est un objectif fort, c'est aussi un enjeu fort, et on parle de PME, mais c'est une question sur laquelle on ne répond pas assez, le besoin de compétences dans les PME. Comment elles font pour avoir les compétences nécessaires à l'heure du 21e siècle, où on a à la fois des transformations digitales, des transformations technologiques, de se rendre assez attractives auprès des talents aussi, pour attirer ces talents-là au sein de leurs entreprises. Donc là, ça permet d'avoir un écosystème de manière intégrée, réfléchi et calqué sur les besoins et les défis qu'ont les zones au niveau local pour pouvoir répondre à minimum
sur ces questions. Donc 2 choses. 1, construire des programmes de manière endogène en fonction des problématiques portées par les pays. 2, se mettre à l'action et se mettre à l'exercice et expérimenter des modèles jusqu'à ce qu'on va tourer de manière itérative le modèle qui conviendra le mieux à nos propres États. Pour répondre au dernier point sur la transparence évoquée par monsieur le distingué conseiller, on a aujourd'hui l'opportunité avec la digitalisation d'avoir un peu plus des données parfois fiables pour répondre à ce gros enjeu de fiabilisation de l'information. La digitalisation aujourd'hui est une opportunité assez forte pour répondre notamment auprès des investisseurs, auprès des PME, sur des questions assez simples comme l'écosystème au niveau local, sur les chaînes de valeur de validation, donc avec la création des guichets uniques en matière de création d'entreprises, en matière de traçabilisation, de l'accès au foncier, qui est quand même assez important en matière d'investissement, à la fois pour les PME et pour les investisseurs internationaux, mais également aussi sur un point de vue juridique, donc comment accéder, donc les actes juridiques qui sont posés et sur notamment tous les dispositifs juridiques mis en place pour répondre aussi et un peu sécuriser les investisseurs sur leur investissement. Donc là, la digitalisation permet aussi, ici, et là je rappelle aussi aux jeunes pour être innovants, et on me fait signer un petit peu pour terminer, mais j'en ai fini. Donc pour aussi prendre de corps ces objectifs-là, de s'intéresser à ces problématiques, pour apporter des réponses innovantes, donc en matière de digitalisation, pour permettre une meilleure transparence pour les investisseurs, pour les entrepreneurs, dans toute la chaîne de valeur de l'investissement, donc du foncier à l'entreprise elle-même, et pour répondre finalement à ces différents défis. Merci. Merci beaucoup Ernest pour cette réponse sur ces questions qui étaient importantes. Merci encore aux panélistes.